Salut à toi. Prêt à plonger dans le vif du sujet? On s'attaque aujourd'hui au deep work. Au deep work. Pas juste la définition de base. Ouais. On va vraiment explorer ses secrets et comment l'appliquer pour maximiser ton potentiel. Exactement. On pourrait croire que le deep work est réservé à une élite, mais c'est une compétence accessible à tous. Et avec le monde hyper connecté d'aujourd'hui, c'est plus précieux que jamais. Absolument. Et justement, on a des exemples fascinants en histoire. Bill Gates, par exemple, avec ses fameuses semaines de réflexion. Il s'isolait complètement pour se consacrer à la lecture, à la réflexion stratégique. Ce qui est intéressant avec l'exemple de Bill Gates, c'est qu'il comprenait l'importance de se déconnecter du quotidien pour prendre du recul. Ouais. Pendant ces semaines, pas d'opérationnel que de la stratégie pure. C'est de là qu'est né son fameux mémo sur le raz-de-marée Internet. Une vision qui a façonné Microsoft. Impressionnant. Et Neil Stephenson, l'auteur cyberpunk, a une approche radicale pour protéger son temps. Injoignable par email, il se force à rester concentré sur ses romans. C'est une excellente illustration de la philosophie monastique du deep work. Stephenson s'isole littéralement du monde pour atteindre un niveau de concentration extrême. On pourrait croire que c'est réservé aux écrivains. Mais en réalité, ce principe d'éliminer les distractions est applicable à tout type de travail complexe. D'accord, donc le deep work a toujours existé. Mais pourquoi en parle-t-on autant aujourd'hui? C'est simple. La technologie, aussi bénéfique soit-elle, a créé un environnement hostile à la concentration profonde. Emails, réseaux sociaux, notifications, on est constamment sollicité. Et ça a un impact réel sur notre capacité à travailler, c'est bien ça. Absolument. Une étude McKinsey a révélé que les travailleurs du savoir passent plus de 60% de leur temps sur des tâches superficielles, comme la communication électronique et la recherche sur Internet. Ah ouais? C'est énorme. Imaginez tout ce qu'on pourrait accomplir si on redirigeait ce temps vers du travail profond. C'est une question que je me pose souvent. Combien de temps dans ma semaine est réellement dédié à du travail profond, à de la création? Et toi, tu penses que la technologie nous rend moins capables de nous concentrer? Pas nécessairement moins capable, Ok. mais certainement plus vulnérable aux distractions. Notre cerveau n'a pas évolué pour gérer ce flot constant d'informations. C'est là que le deep work devient une compétence indispensable. On voit d'ailleurs l'impact concret du deep work dans l'histoire de Jason Ben, qui est passé de consultant financier à programmeur informatique de haut niveau. L'histoire de Jason est fascinante. Il a réalisé que son travail de consultant était voué à être automatisé. Il a donc décidé de se reconvertir dans un domaine qui demande une grande capacité d'apprentissage et d'adaptation, la programmation informatique. Et comment le deep work l'a aidé dans ce processus? La programmation exige une concentration intense et prolongée. Jason a dû apprendre à maîtriser cette compétence pour assimiler des concepts complexes et réussir le Dev Bootcamp, un programme connu pour sa difficulté. Il en est même sorti major de sa promotion. C'est vraiment inspirant. Ça montre que le deep work n'est pas juste une théorie abstraite, c'est un outil puissant pour se démarquer dans le monde professionnel, surtout dans le contexte actuel. Exactement. Brynjolfsson et McAfee, deux chercheurs du MIT, ont identifié 3 groupes qui tirent particulièrement profit du deep work dans l'économie actuelle. Il y a 100 ces groupes. Premièrement, ceux qui travaillent de manière créative avec des machines intelligentes. Le deep work leur permet de développer des solutions innovantes que les machines ne peuvent pas encore reproduire. Deuxièmement, les superstars dans leur domaine, ceux qui sont excellents grâce à leur expertise approfondie, acquise grâce à des années de travail intense. Et le troisième groupe. Ceux qui ont du capital à investir, le deep work leur permet d'analyser les tendances du marché, d'identifier les opportunités et de prendre des décisions stratégiques plus éclairées. D'accord. Donc le deep work est bénéfique à plusieurs niveaux. Mais avant de passer à la pratique, j'aimerais qu'on explore un peu la science derrière tout ça. Pourquoi le deep work est-il si efficace? Le deep work est étroitement lié au concept de pratique délibérée popularisé par le psychologue Anders Ericsson. Contrairement à l'idée reçue du talent inné, Ericsson a démontré que la maîtrise d'une compétence, quelle qu'elle soit, vient principalement d'un entraînement intense et ciblé. Ouais, Le deep work fournit le cadre idéal pour ce type d'entraînement. intéressant. Et qu'en est-il des distractions? On sait qu'elles nuisent à la concentration, mais comment? Sophie Leroy, une chercheuse en management, a introduit le concept de résidu attentionnel. En gros, chaque distraction, même minime, laisse une trace dans notre cerveau. Un résidu qui nous empêche de nous reconcentrer pleinement sur la tâche initiale. Donc, même en zappant rapidement sur une notification, on impacte notre concentration pendant plusieurs minutes. Exactement. Et c'est cumulatif. Plus on se laisse distraire, plus ces résidus s'accumulent et moins on est capable de faire du travail profond de qualité. Le deep work permet de minimiser ces résidus et de maintenir une performance cognitive optimale. Tout ça est très clair. Le deep work est essentiel, la science le confirme.
Mais comment s'y mettre concrètement? Il existe plusieurs philosophies du deep work, chacune adaptée à des modes de vie et de travail différents. Par exemple? Prenons la philosophie bimodale illustrée par Carl Jung. Il a alterné de longues périodes de travail intenses et isolé dans sa tour, Mhm. avec des périodes de travail plus superficielles où il interagissait avec le monde extérieur, donnait des conférences, recevait des patients. C'est intéressant comme approche. On n'est pas obligé de vivre en ermite pour pratiquer le deep work. Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre qui te convient. Il y a aussi la philosophie rhythmique, comme Jerry Seinfeld, qui s'imposait d'écrire une blague chaque jour, sans exception. C'est l'idée d'intégrer le deep work de manière régulière dans ton emploi du temps. Et puis la philosophie journalistique où on profite de chaque moment disponible pour se concentrer un peu comme un journaliste qui doit écrire un article malgré les interruptions. C'est ça. Tout à fait. L'important est d'identifier quelle approche te correspond le mieux en fonction de ton travail et de tes préférences. Ok, donc plusieurs options s'offrent à nous. Mais avant de choisir notre stratégie, il y a un point qu'on ne peut pas ignorer. Le repos. Le repos. C'est assez paradoxal, mais pour être efficace en deep work, il faut aussi savoir se déconnecter complètement. Absolument. Tim Crider en parle très bien dans son essai. Le piège de l'occupation. Il explique qu'il a besoin de moments de paresse pour être créatif et productif. C'est pendant ces moments de déconnexion que notre cerveau se ressource et fait des connexions inattendues. C'est comme si on laissait mijoter nos idées en arrière-plan. On a souvent tendance à culpabiliser quand on ne fait rien de productif, mais en réalité, c'est essentiel pour le deep work. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la pensée diffuse. Quand on se détend, notre cerveau est libre de vagabonder et de faire des associations entre des idées qui semblaient disparates. C'est souvent dans ces moments-là que les solutions les plus créatives émergent. C'est fascinant. On pourrait dire que le temps perdu est en réalité un investissement pour notre créativité et notre productivité. Exactement. Le repos n'est pas l'ennemi du deep work, c'est son allié. D'accord. Donc, on a vu l'importance du deep work, les différentes philosophies, la science derrière tout ça, et même le rôle crucial du repos. Mais maintenant, la question qui me brûle les lèvres, c'est comment gérer toutes ces distractions numériques qui nous entourent? On en a parlé un peu, Oui. mais j'aimerais approfondir. C'est là que l'approche de l'artisan entre en jeu. L'approche de l'artisan. Qu'est-ce que c'est exactement? Imagine un artisan qui sélectionne avec soin ses outils. Il ne garde que ceux qui sont vraiment utiles à son travail. Ceux qui lui permettent de créer des objets de qualité, c'est la même chose avec les outils numériques. Donc, il s'agit d'être plus sélectif dans notre utilisation de la technologie. Tout à fait. Au lieu de se laisser submerger par les applications, les réseaux sociaux, les notifications, on prend le temps d'analyser chaque outil et de se demander « est-ce que cet outil me sert vraiment? Est-ce qu'il m'aide à accomplir mes objectifs? Ou est-ce qu'il me distrait et me fait perdre du temps ?» C'est une approche intéressante. Ça me fait penser au principe de Pareto, la fameuse règle des 20-90. Exactement. On peut l'appliquer aux outils numériques, identifier les 20% d'outils qui nous apportent à 80% de valeur et se débarrasser du reste. Ce désencombrement numérique permet de réduire les distractions et de se concentrer sur l'essentiel. Ok, j'aime bien cette idée. Et on a un exemple concret de cette approche. Prenons Michael Lewis, l'auteur et journaliste. Son objectif principal, c'est d'écrire des livres de qualité. Pour y parvenir, il se concentre sur 2 activités clés: la recherche approfondie et la rédaction. Il a donc choisi de ne pas l'utiliser Twitter, car il considère que c'est un outil de communication superficielle qui ne l'aide pas à atteindre ses objectifs. C'est radical mais logique. Il a identifié ce qui comptait vraiment pour lui et a éliminé le superflu. Exactement. Et on peut appliquer ce raisonnement à tous les outils numériques. Prenons Facebook par exemple. C'est un outil formidable pour se connecter avec des amis et se divertir. Mais est-ce qu'il t'aide à accomplir tes objectifs professionnels? Est-ce qu'il te permet de faire du travail profond de qualité? Si la réponse est non pas sympa, peut-être est-il temps de le désinstaller ou du moins de limiter son utilisation. Tu parles même de désertion des réseaux sociaux. C'est une idée qui peut paraître extrême, mais je comprends la logique derrière. On est tellement habitué à être connecté en permanence qu'on oublie parfois l'importance de se déconnecter pour se recentrer sur soi-même et ses objectifs. C'est ça. L'idée n'est pas de devenir un ermite numérique, mais de reprendre le contrôle de son temps et de son attention. Les réseaux sociaux sont conçus pour nous rendre accros, pour capter notre attention en permanence. Ouais. En s'en détachant, on se libère de cette emprise et on retrouve notre liberté de choisir comment on veut utiliser notre temps et notre énergie. Ok, c'est clair. Mais si on décide de quitter les réseaux sociaux, comment fait-on pour rester en contact avec ses amis et sa famille? Il existe d'autres moyens de communication comme le téléphone, l'email, les SMS. Ouais. Et puis, rien ne t'empêche de voir tes proches en personne. En fait, la désertion des réseaux sociaux
peut même t'encourager à passer plus de temps de qualité avec tes proches sans la distraction des notifications et du flux d'informations constant. C'est vrai. Finalement, il s'agit de trouver un équilibre entre connexion et déconnexion, Oui, et de se rappeler que le temps qu'on passe loin des réseaux sociaux est du temps qu'on peut consacrer à des activités plus enrichissantes, comme la lecture, la méditation, ou bien sûr le deep work. tout à fait. Le deep work demande de l'espace mental, du temps libre de toute distraction. En limitant notre exposition aux réseaux sociaux, on crée cet espace propice à la concentration profonde. Ok, donc on a vu comment gérer les distractions numériques. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect crucial. L'organisation du travail. Comment fait-on concrètement pour intégrer le deep work dans un emploi du temps chargé? La clé, c'est la planification. La planification. On planifie des rendez-vous importants, des vacances. Alors pourquoi pas des sessions deep work? L'idée, c'est de réserver des plages horaires spécifiques dans ton agenda dédiés uniquement au travail profond. Comme si on bloquait du temps pour une réunion importante, sauf que cette fois-ci, on a rendez-vous avec soi-même et notre travail. Exactement. Et pour t'aider à respecter ces rendez-vous, il existe des outils et des méthodes très efficaces. On peut parler du framework 4DX, par exemple. Le framework ADX. C'est quoi ça? C'est une méthode de gestion des objectifs développée par Chris McChesney, Sean Covey et Jim Wheeling. Ok. Elle se base sur 4 disciplines pour maximiser l'exécution. Et comment ça s'applique au deep work? Le 4DX nous aide à structurer notre pratique du deep work. La première discipline, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux accomplir grâce au deep work? Quel est ton objectif principal? Une fois que tu as défini cet objectif, tu peux passer à la deuxième discipline. Agir sur les indicateurs importants. Comment vas-tu mesurer ton progrès? Combien d'heures de deep work vas-tu faire chaque semaine? Donc on se fixe des objectifs clairs et on mesure notre progression. Exactement. Ensuite, la troisième discipline consiste à créer un tableau de bord captivant. Cal Newport, par exemple, utilise un simple tableau où il coche chaque jour les heures qu'il a passées en deep work. C'est visuel, ça motive, ça permet de suivre sa progression. C'est une bonne idée. Et la quatrième discipline. C'est de créer un rythme d'implication. Il s'agit de mettre en place des routines, des habitudes qui te permettent de rester concentré sur tes objectifs de deep work. Ça peut être partager tes progrès avec un ami, te récompenser après une session intense, ou encore planifier tes sessions de deep work à des moments où tu es le plus productif. Ok, donc le framework 4DX nous fournit un cadre structuré pour intégrer le deep work dans notre quotidien. C'est ça. L'important, c'est de ne pas se laisser décourager par les obstacles et de persévérer. Le deep work, c'est une compétence qui s'apprend et se développe avec la pratique. Absolument. Et on en reparlera dans la suite de notre exploration du deep work. Restez avec nous, on vous réserve encore plein de conseils et d'astuces pour maîtriser cette compétence essentielle. Et pour revenir à cette idée de planification, il existe une technique simple mais puissante pour bien terminer sa journée de travail et se préparer au deep work du lendemain. Shutdown Ritual. C'est une sorte de rituel de fin de journée. Exactement. L'idée, c'est de mettre en place une routine pour clôturer ta journée de travail de manière consciente et intentionnelle. Ça peut être aussi simple que de faire le tour de tes tâches en cours, planifier ton travail pour le lendemain, fermer tous tes onglets, ranger ton bureau. C'est intéressant. J'imagine que ça permet de marquer une séparation claire entre le travail et le temps libre, de vraiment débrancher mentalement. Tout à fait. Le shutdown ritual te permet de quitter le mode travail et d'activer le mode repos. C'est comme si tu disais à ton cerveau, c'est bon, t'as bien travaillé aujourd'hui, maintenant tu peux te détendre. Et ça a un impact sur la qualité du sommeil, j'imagine. On évite de ruminer ses soucis professionnels toute la nuit. Absolument. Et en plus, ça te permet de démarrer ta journée suivante du bon pied, en sachant exactement où tu en es et ce que tu as à faire. Pas de temps perdu à te demander par où commencer, tu es déjà dans le bain. Ok, je note. Et pour ceux qui travaillent à la maison, est-ce qu'il y a des astuces particulières pour créer un environnement propice au deep work? C'est parfois difficile de séparer vie pro et vie perso quand on est chez soi. C'est vrai. L'idéal, c'est d'avoir un espace de travail dédié, séparé de ton espace de vie. Si c'est pas possible, tu peux essayer de créer une séparation visuelle. Par exemple, en utilisant un paravent, en changeant la disposition des meubles, en utilisant des couleurs différentes. L'important, c'est que ton cerveau associe cet endroit au travail et non à la détente. Et comment gérer les interruptions de la famille quand on est en plein deep work? La communication est essentielle. Explique clairement à ta famille ce que tu fais et pourquoi tu as besoin de calme et de concentration. Tu peux mettre en place un système de signalisation, comme un panneau, ne pas déranger sur la porte de ton bureau ou un code couleur pour indiquer ton niveau de disponibilité. C'est une bonne idée. Et pour ceux qui travaillent dans un open space, comment faire pour s'isoler du bruit et des distractions visuelles? C'est un environnement difficile pour le deep work. C'est vrai, c'est plus difficile, mais pas impossible. Tu peux utiliser un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille pour te couper du bruit ambiant.
Et pour les distractions visuelles, tu peux porter un masque de sommeil ou te créer un mur avec des cartons ou des livres pour limiter ton champ de vision. Ah oui, c'est astucieux. Et si, malgré tous ces efforts, on a du mal à se concentrer, est-ce qu'il y a des techniques pour booster son attention? On a tous des moments où notre cerveau a du mal à suivre. Bien sûr, on a déjà parlé de la méditation, qui est un excellent moyen de renforcer sa concentration et sa clarté mentale. Il existe aussi des applications mobiles qui proposent des exercices de brain training, des jeux qui stimulent la mémoire, l'attention, la concentration. C'est vrai. Et on ne peut pas oublier l'importance de l'alimentation et du sommeil. Un cerveau bien nourri et reposé est un cerveau plus performant. Absolument. L'alimentation joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de notre cerveau. Il faut privilégier les aliments riches en nutriments essentiels, comme les fruits, les légumes, les poissons gras. Et bien sûr, un sommeil de qualité est indispensable pour permettre à notre cerveau de se régénérer et de consolider les apprentissages. Tout à fait. On parle beaucoup du deep work en lui-même, mais on oublie souvent l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit pour pouvoir le pratiquer efficacement. C'est essentiel. Le deep work n'est pas juste une question de technique, c'est aussi une question d'hygiène de vie. D'accord. Et j'aimerais qu'on aborde un point important, une source de distraction majeure pour beaucoup de gens. La gestion des emails. On a tous l'impression de se noyer sous les emails, d'être constamment interrompu par de nouveaux messages. Comment reprendre le contrôle de sa boîte de réception? C'est une question cruciale. On a déjà évoqué l'approche de l'artisan. Sélectionner les outils qui nous sont vraiment utiles et se débarrasser du reste. On peut appliquer ce principe aux emails. Commence par identifier les expéditeurs importants, ceux dont les messages nécessitent vraiment ton attention. Et pour les autres, on les ignore. Pas forcément. Tu peux utiliser des filtres pour les rediriger vers des dossiers spécifiques que tu consulteras plus tard quand tu auras du temps disponible. L'idée, c'est de ne pas te laisser interrompre par des messages non essentiels. Tu peux aussi désactiver les notifications pour éviter d'être tenté de consulter ta boîte de réception à chaque nouveau message. Ok, donc on limite les interruptions en filtrant les messages et en désactivant les notifications. Mais quand est-ce qu'on traite les emails? Est-ce qu'il y a des moments précis dans la journée où c'est plus judicieux? Et l'idéal, c'est de réserver des créneaux horaires spécifiques pour la gestion des emails, par exemple 30 minutes le matin et 30 minutes en fin de journée. Et surtout, éviter de consulter ta boîte de réception en permanence. Ça ne fait que te distraire et te stresser. Concentre-toi sur tes tâches importantes et traite tes emails quand tu as prévu de le faire. C'est vrai, on a tendance à vouloir tout gérer en temps réel, mais ça nous rend moins productifs. On se disperse, on perd le fil de nos pensées, on a du mal à se reconcentrer. Exactement. Le mieux, c'est de se déconnecter complètement des emails. Quand on est en mode deep work, ferme ta boîte de réception, mets ton téléphone en mode avion, élimine toute tentation de te laisser distraire. Donc la clé pour une bonne gestion des emails, c'est la planification et la discipline. Tout à fait. Et n'oublie pas que le deep work s'apprend. Il faut s'entraîner régulièrement et être patient. Au début, ce sera peut-être difficile de rester concentré pendant de longues périodes, mais avec la pratique, tu verras que ça devient de plus en plus facile. Oui, c'est comme un muscle qu'on doit muscler. Plus on s'entraîne, plus on devient fort. Exactement. Et plus tu t'entraîneras au deep work, plus ce sera facile de te concentrer et d'accomplir un travail de qualité. Tu seras plus productif, plus créatif et tu ressentiras une plus grande satisfaction dans ton travail. Super, merci pour ces précieux conseils. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Avec plaisir. J'espère que ça t'aidera à intégrer le deep work à ta vie et à atteindre tes objectifs. C'est sûr. Et toi, cher auditeur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu te sens prêt à faire le grand saut? N'hésite pas à nous partager tes impressions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration du deep work. On a beaucoup parlé de stratégies pour optimiser notre temps et notre attention, mais j'aimerais revenir sur un point qui peut paraître contradictoire. L'importance du temps perdu. Ah oui, cette notion qui semble à l'opposé du deep work. Mais en réalité, c'est loin d'être une contradiction. C'est vrai que quand on parle de productivité, on a tendance à valoriser chaque minute. Mais tu expliques que ces moments où on ne fait rien de productif, où on laisse notre esprit vagabonder, sont en fait essentiels. Exactement. On a souvent l'impression de perdre notre temps quand on ne travaille pas activement sur quelque chose. Mais c'est justement pendant ces moments de pause, quand on fait une promenade en forêt, qu'on prend un bain chaud, qu'on écoute de la musique, que notre cerveau se ressource et fait des connexions inattendues. Tu parles de la pensée diffuse. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Quand on se concentre intensément sur un problème, notre cerveau active le mode pensée focalisée. C'est efficace pour analyser, décortiquer, résoudre des problèmes précis. Mais quand on se détend et qu'on laisse notre esprit vagabonder, on active le mode pensée diffuse qui permet de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles solutions. Donc ce temps perdu,
C'est en fait un investissement pour notre créativité, notre capacité à innover et à trouver des solutions originales. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que le deep work est une activité exigeante qui demande beaucoup d'énergie mentale. Si on ne prend pas de pauses régulières, on risque de s'épuiser, de saturer et finalement de devenir moins productif. C'est comme un muscle qu'on sollicite trop intensément. Il a besoin de repos pour se régénérer et se renforcer. Exactement. Il faut trouver le bon équilibre entre travail et repos, entre concentration intense et déconnexion totale. Et pour t'aider à intégrer ces moments de temps perdu dans ton emploi du temps, je te conseille de les planifier. Planifier le temps perdu. Ça peut paraître étrange, mais je comprends l'idée. Ça nous permet de vraiment nous autoriser à nous détendre sans culpabiliser de ne rien faire de productif. C'est ça. Tu bloques du temps dans ton agenda pour une promenade, une séance de méditation, un moment de lecture. Comme ça, tu t'assures de prendre ces pauses essentielles pour ton bien-être mental et ta créativité. Et finalement, ces moments de déconnexion, de temps perdu, nourrissent notre capacité à faire du deep work de qualité. C'est un cercle vertueux. Absolument. Le repos, la déconnexion, la pensée diffuse, ce sont des éléments essentiels d'une pratique du deep work efficace et durable. Merci pour ces précieux conseils. Je crois qu'on a fait le tour du sujet, exploré les multiples facettes du deep work, des stratégies concrètes aux aspects plus philosophiques. En effet. J'espère que cette plongée en profondeur t'aura donné envie d'expérimenter, de trouver ta propre voie vers le deep work et de découvrir tout ce qu'il peut t'apporter. C'est certain. Et toi, cher auditeur, on espère que cette exploration t'a inspiré. N'oublie pas, la clé, c'est de commencer d'expérimenter, de trouver ce qui fonctionne pour toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers fascinant la prochaine.